Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Halliburton? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo ainsi que la Top Newsletter. Donc, ici, la première chose qu'on va aller regarder, c'est l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait exactement ici. Le plus important déjà, c'est de savoir à peu près dans quel type de secteur d'activité on va se retrouver. Ici, on voit directement qu'on a le secteur de l'énergie, mais le sous-secteur ici du service lié aux équipements et aux équipements liés au pétrole. Donc, ici, on dit Halliburton figure parmi les principaux prestataires de services pétroliers mondiaux. Donc, c'est-à-dire que l'avenir d'Hallyburton va dans le même sens que voilà, la variation ici du prix du pétrole et du gaz. Donc, notamment ici, il faut comprendre une chose. Dans le secteur du pétrole et du gaz, quand on gagne de l'argent comme présentement avec des entreprises comme Total Energy, par exemple, on va prendre ici TTE, il faut savoir que la dépense en capital est généralement en retard. Donc, c'est-à-dire que quand on parle de dépenses en capital, les entreprises qui vont bénéficier de cette dépense en capital-là sont des entreprises comme Halliburton. OK? Donc, vous allez voir ici que quand on va prendre ici le ticker symbole de Halliburton ici, on va constater que on a des attentes ici très élevées par rapport à ce qu'on a présentement. Donc, on s'attend à peu près sur 2 ou 3 années ici que les choses se passent très très bien. Mais n'oubliez pas que c'est très cyclique. Ça ne sera pas la première fois qu'on arrive à ces niveaux-là. Je vous ai toujours dit ici pour toutes les entreprises pétrolières, le dernier cycle ici, c'était en 2014. De 2014 ici à aujourd'hui, enfin, disons à 2019, c'était assez compliqué. Mais aujourd'hui, l'entreprise, le secteur se relève un tout petit peu. Ça ne veut pas dire qu'Hallyburton a perdu de l'argent durant toute cette période-là. Non, pas du tout. Généralement, les entreprises, les meilleures entreprises dans ce segment d'activité-là ne perdent pas d'argent en période difficile. Et c'est un secteur d'activité où il faut favoriser à peu près les entreprises qui n'ont pas de dette. OK? Donc, c'est tout à fait normal de voir la variation du prix, la variation des bénéfices nets ici de cette compagnie-ci. OK? C'est tout à fait normal. OK? So, ne vous attendez pas à une ligne droite un peu à la LVMH. C'est l'identité même de ce segment, de ce secteur d'activité-là qui veut ce genre de variation-là. Donc, on doit généralement s'attendre ici à un retournement de cycle. OK? Donc, c'est normal. Maintenant, quand on va faire les prévisions ici, il faut toujours prendre en considération que on aura tendance ici, les prévisions ont tendance à être soit très optimistes, soit très pessimistes. Et vous, votre rôle, c'est essayer de rester à peu près entre les deux. OK? Donc, ici, on s'attend à peu près à des revenus de 4,21 $ en 2025 ici. Mais attention, le cycle peut également se retourner d'ici 2025. Je n'en sais rien du tout. OK? Donc, il faut faire très attention ici. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne paye pas des multiples élevés pour ce genre d'entité-ci. 15 fois les bénéfices. Et si vous êtes habitué sur cette chaîne-ci, vous savez qu'on va normaliser les résultats. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Entre-temps, la compagnie Halliburton ici a changé. Donc, quand je dis a changé, elle s'est permis de faire certaines acquisitions, etc. Donc, il y a peut-être de fortes chances que la compagnie qu'on avait au dernier cycle ici en 2014, qu'on n'est pas la même en date d'aujourd'hui. OK? Faites attention. Donc, quand je vais normaliser les résultats ici, voilà, ça prend en considération la moyenne de tous ces revenus ici. Mais attention, je pourrais également me tromper ici. D'accord? Mais je sais déjà une chose, c'est que c'est un segment d'activité où il faut faire très attention. Et généralement, il faut s'intéresser à ce secteur d'activité, c'est quand tout va mal. Donc ici, vous constatez que le revenu en dents de scie, c'est normal. Donc ici, on s'attend à des revenus bien plus élevés. Ici, c'est une compagnie cyclique, c'est la raison pour laquelle les revenus ne sont pas beaux à voir. Donc si on normalise les résultats ici, on va peut-être se dire qu'en moyenne, sur les 10 dernières années, c'est une entreprise qui rapporte à peu près 21 milliards. Sur les 20 dernières années, on a au moins une vingtaine de milliards ici. Donc sur les 5 dernières années, n'oubliez pas, prenez toujours en considération le cycle. Vous allez vous rendre compte, si on prend les 5 dernières années, en fait, c'est la fin du dernier cycle baissier et le début du cycle haussier ici, du nouveau cycle haussier ici. Donc, on peut prendre à peu près sur les 10 dernières années ici, 21 milliards 510. C'est une moyenne, d'accord? Je ne cherche pas à avoir précisément raison. Comme je le dis toujours, je veux avoir le moins de tort possible, ok? Donc, je ne veux pas prendre 34 milliards de revenus alors qu'on va se retrouver à 20 milliards l'année prochaine. Je ne veux pas ça, d'accord? Donc, ici, c'est pour ça que je prends 21 milliards 500 tout en sachant qu'on a des revenus bien plus élevés en date d'aujourd'hui, bien sur les prochains mois, ok? Le but ici n'est pas d'investir uniquement pour l'année prochaine, mais également au-delà de l'année prochaine. Donc, je prends en considération le fait qu'il puisse avoir des variations. OK? Donc, on continue ici. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir, les amis, parce que ce genre de vidéo aussi, voilà, ça prend du temps. Donc, ici, on prend quoi en considération ici? Deuxièmement, la marge brute. Pour la marge brute ici, vous allez voir également qu'elle va avoir tendance à fluctuer, ok? Comparez-la également avec la marge EBITDA, ok? Histoire de voir ici si nous avons une entité qui a tendance à avoir des marges positives, au moins même si on s'attend à une grosse variation ici, ok? Donc on voit ici qu'en période difficile quand même, il y a quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération. On va le mettre sur le même graphique ici. En fait, il n'est pas normal que la marge EBITDA soit plus élevée que la marge brute. Il y a un problème ici. Je pense que c'est un problème au niveau pas un problème au niveau de Halliburton, je pense que c'est ce logiciel-ci. Il faut faire attention, la marge EBITDA est toujours inférieure à la marge brute. Ok? Si vous avez
une marge EBITDA supérieure à la marge brute, vous avez un problème. C'est la même chose. En fait, aucune marge n'est supérieure à la marge brute parce que la marge brute, c'est la première. Marge brute, marge opérationnelle, marge nette, d'accord? Et la marge EBITDA, c'est entre la marge brute et la marge nette. Ici, on va le dire, ok? Parce que dans la marge EBITDA, vous avez une partie de la marge nette, ok? Et les free cash flow, alors vu ils ressemblent généralement aussi au net income, donc ils auront tendance également à la marge nette. Les free cash flow également auront tendance à être moins élevés que la marge brute. Donc ici, il y a un problème, ok? Donc on va pas prendre ça en considération. Ici, je vais prendre je prends ici la marge nette directement. Donc, je prends ici les net income et les free cash flow pour voir si on parle le même langage. Donc, ça m'étonnerait qu'on ait également une erreur ici. Mais de toutes les façons, on a plusieurs logiciels pour aller vérifier ceci. Donc, vous voyez ici que en termes de free cash flow, peut-être que vous ne le voyez pas, on va le mettre comme ça. OK? On va séparer à peu près ici. OK? Donc, en termes de free cash flow, vous constatez que cette entreprise a l'habitude d'avoir des free cash flow assez positifs. La dernière fois qu'elle a perdu de l'argent, c'était en 2010. Enfin, c'était en 2016 ici, donc si on le met ici en yearly, ça donne ceci. Ok, c'était en 2016 qu'elle a perdu de l'argent. La dernière fois qu'elle a perdu de l'argent, c'était à cette période-là. Elle a toujours été rentable. Ok, même quand les bénéfices nets ici étaient décroissants, enfin négatifs, on va le dire comme ça. Ok, donc il faut faire très attention, il faut comparer les deux. Donc quand on prend ici les free cash flow et les net income, les free cash flow auront tendance à raconter donner la véritable information par rapport à la rentabilité de cette compagnie ici. Donc pour également faire simple, ok, je peux juste faire ceci. Vu que je prends les free cash flow ici, d'accord. Je l'ai fait comme ça. Vu que j'ai normalisé les revenus, je vais également faire la même chose avec les free cash flow. Donc, on prend la médiane ici des revenus des free cash flow sur les 10 dernières années. Vu qu'on avait pris les 10 dernières années, on a à peu près 1 milliard 10 millions ici. Je ne veux pas avoir précisément raison. Donc, je me dis ceci. Qu'importe la situation, c'est une entreprise qui peut au moins rapporter aux alentours de 1 milliard 100 millions, excusez-moi. Donc, 1 milliard 100 millions ici, voilà. Même si on a 1 milliard 300 en date d'aujourd'hui, vous savez que je ne sais pas combien de temps ça va durer et mon but ici est de l'acheter avec à peu près un délai, avec à peu près une marge d'erreur assez raisonnable. Donc, je prends ici 1 milliard 100 millions, ok? Au lieu de prendre le pourcentage ici, on va prendre tout en volume, 1 milliard 100 millions, donc ce qui veut dire qu'on va pas, en termes de revenus, ici, on n'aura pas besoin d'aller chercher le pourcentage du free cash flow par rapport aux revenus ici, d'accord? Donc, je pense que vous pouvez également faire ce calcul-là. Le nombre d'actions, d'accord? Donc, le nombre d'actions, cette façon d'analyse, ça vaut pour la majorité des entreprises dans les secteurs cycliques, d'accord? Quand on dit secteur cyclique ici, tous les secteurs où il y a des commodités généralement, d'accord? So, ici, vous allez voir, quand on dit commodité, donc un secteur qui dépend essentiellement du prix d'une commodité ici pour avoir des revenus plus élevés ou moins élevés. Ok, on va le dire comme ça. Donc le prix de la commodité impacte ce secteur-là grandement parce que dans le secteur, par exemple, Walmart également, c'est pas une entreprise très cyclique, mais également elle est impactée par la variation ici du prix des commodités, mais pas autant qu'une entreprise qu'on va appeler par exemple comme Tyson Food. Oui, j'ai vu vos messages sur Tyson Food, ok? Je pense que la dernière vidéo sur Tyson Food est toujours d'actualité. Donc, ici, 907 millions ici d'actions. Donc, je prends 907 millions d'actions, je mets ça ici. Donc, 907 millions d'actions, c'est ce qu'on a. Donc, on va mettre ça comme nombre d'actions. 907. 907 PER moyen ici. Pour cette compagnie, je ne vais même pas me casser la tête. Je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices moyens, ok? Pas plus de 15 fois les bénéfices moyens, mais je peux toujours aller vérifier ici quel est le PER moyen de cette compagnie-ci. Il me semble qu'on va être entre 17 ici et 15. Donc ici, on met ça là. Donc on est je remarque même qu'on est à 20 ici. Mais ça m'étonnerait que ce 20-là soit tenable. Donc je ne paierai pas 20 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. Jamais de la vie, ça n'a pas de sens. Donc je pense plutôt que si on normalise un tout petit peu ici parce qu'il y a énormément de grosses variations ici. Donc, c'est un business qui peut s'échanger maximum à 17 fois les bénéfices. Je vais prendre 15 fois les bénéfices parce que techniquement, j'aurais pris 10, 15 et 17. Donc, il y a toujours plusieurs hypothèses quand on essaie d'investir sur une compagnie, d'accord? Je vous donne toujours l'hypothèse ici qui me semble, voilà, j'essaie d'être le plus conservateur possible, ok? C'est pour ça que j'en donne généralement une seule, d'accord? Mais il y a plusieurs hypothèses avec une probabilité, par exemple, l'hypothèse selon laquelle on aurait des revenus bien plus élevés pendant plus longtemps, peut-être peut-être 25%, une hypothèse pessimiste, une hypothèse de base ici. Bref, ici, 15 fois les bénéfices, c'est ce que je vais prendre, ok? Une fois que j'ai pris mon 15 fois les bénéfices ici, qu'est-ce qui me manque encore ici? Il me manque quoi? La dette nette. Donc ici, mon PER sera à 15. La dette nette ici sera à combien? Donc dette nette ici, je peux toujours aller vérifier sur Zone Bourse. Donc la dette nette ici, qu'est-ce que ça me donne ici comme information? On a à peu près aux alentours de 5 milliards 582, peut-être moins en date d'aujourd'hui. Je vérifie également ici si c'est le cas. Donc dette nette, on vérifie, ça donne quoi?
à peu près à 7 milliards ici. Donc attention, peut-être qu'il y a quelque chose à aller vérifier à ce niveau-ci. Donc je préfère, la dette nette de façon de zone bourse est toujours d'actualité ici. Donc il faut toujours faire attention ici. De toutes les façons, j'irai toujours lire les rapports financiers avant d'y investir. Tout ce que je sais déjà, c'est que c'est une compagnie qui est assez cyclique et je sais qu'il y a un certain prix que je ne pourrais pas payer pour ce genre d'entité-ci. OK? Donc, ici, on est à peu près à 5 milliards 582, donc je paye 5 milliards 600 par là, d'accord, ça ne change pas grand-chose ici. Donc 5 milliards 600, 5,6 billion. On a tous les éléments nécessaires pour effectuer l'évaluation de la compagnie. Simple, on va ici 1 milliard 100 millions, nombre, le revenu ici, le free cash flow ici moyen, fois 15 fois les bénéfices, moins la dette nette ici aux alentours de 5 milliards 600, d'accord, divisé par le nombre d'actions, à peu près à 907 millions d'actions, d'accord. On va être aux alentours de 12 dollars l'action. Ok, vous allez me dire, ouais, mais c'est trop bas, donc l'entreprise est surévaluée ici. Non, pas forcément. Elle n'est pas forcément surévaluée en date d'aujourd'hui. Tout simplement parce que je vous ai dit dès le début que c'est une entreprise, c'est une entité ici qui aura tendance à gagner beaucoup d'argent sur les mois à venir. Ok, cette année-ci, par exemple, les bénéfices nets attendus ici, selon les analystes, on sera aux alentours de combien? Donc BNA ici, on sera aux alentours ici de 3 dollars, 3,59 $. Ok, en 2025, on sera à peu près aux alentours de 4 dollars. Ça représente quoi? Près de 3 milliards ici. Donc elle va gagner 3 fois plus d'argent que ce que nous, on a pris comme considération ici. 3 fois plus d'argent. Ce qui veut dire que si c'est une entité qui vous intéresse, d'accord? Si c'est une entité qui vous intéresse réellement et que vous voulez prendre en considération les revenus des 12 prochains mois, etc., je vous dirais, ne payez pas plus que... Voilà, le prix actuel ne serait pas mauvais à la fin de la journée. Ok, donc ça dit que ceci. Si quelqu'un paye ce prix-ci et que le cycle se retourne ici, qu'importe dépendamment de la gravité du cycle ici, du cycle baissier ici, mais c'est une entreprise qui a déjà eu à survivre ici par le passé. Donc si le cycle se retourne ici, c'est une entité, il y a de grandes chances qu'on revienne aux alentours de 30 dollars à l'action. Ok, donc si on prend le 1 milliard 100 millions ici, divisé par à peu près la capitalisation boursière ici, on est à peu près à 27,6. On sera à peu près un rendement aux alentours de 4% par là. OK? Donc, il y a de fortes chances qu'on revienne à peu près à ces niveaux-ci. Il faut également voir que c'est une entité, comme je l'ai dit ici, qui a changé entre-temps parce qu'elle s'est permis de faire certaines acquisitions. Vous pouvez toujours aller vérifier ça ici rapidement en allant sur Wikipédia, par exemple. Le Wikipédia en anglais est meilleur que celui en français. Donc, il y a peut-être certaines acquisitions qu'on a eu à faire ici. 2014, l'acquisition ici de Baker Hughes. En 2017 ici, on a eu l'acquisition de ESP ici. Il me semble également qu'elle a dû fusionner avec une entité ici. Donc, je pense que celui en anglais est meilleur. Donc, on va prendre ici English. Je pense qu'il y avait eu une fusion avec un General Electric ou quelque chose comme ça. OK? Dans tous les cas de figure ici, on vérifie les années 2000, les années, donc ça c'est Baker Hughes. Bref. De toute façon, vous pouvez retrouver les informations ici si vous les cherchez bien. Donc, il faut faire attention. Peut-être qu'on est une compagnie totalement différente ici. Donc, pour cette compagnie-ci, en date d'aujourd'hui, je dirais que le prix actuel, d'accord, si vous prenez le prix actuel, il faut prier que le cycle haussier continue, d'accord. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va mettre, d'accord. Je sais qu'elle va gagner beaucoup d'argent aujourd'hui, que par rapport au PE, etc., elle paraît sous-évaluée. Mais il faut rester prudent ici. Ce n'est pas le genre d'entité sur laquelle vous allez également mettre une grosse partie de vos capitales. D'accord? Il faut faire très, très attention. Vous avez vu ici, entre 2000, disons ici, on va le dire comme ça, entre 2007 ici et à peu près 2014, on avait à peu près un cycle haussier. OK, donc ça fait à peu près plusieurs années ici. Donc si on prend ici entre 2010 et 2014, à peu près, ça fait quand même 4 ans. OK, donc je ne sais pas combien de temps va mettre le cycle haussier ici, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on aura un nouveau cycle baissier de toutes les façons. Et voilà, il faudrait ce genre d'entité-là, je ne vais pas me retrouver en train de l'acheter à 70 dollars, 60 dollars l'action. Donc je ne peux pas également dire que 30 dollars l'action, c'est un prix extrêmement élevé. Non, pas du tout. C'est pour ça que c'est assez délicat les compagnies cycliques. Idéalement, c'est une entité que je vais aller chercher aux alentours, en dessous d'une vingtaine de dollars par là, idéalement. OK, si je veux m'exagérer ici, disons même le 15 milliards ici, comme c'était mentionné tantôt, quand on fait 15, donc 16 milliards 500, 16 milliards 500 ici, divisé par 907 millions d'actions, 907, donc si on prend pas en considération la dette ici, parce que techniquement, avec l'argent les revenus, les résultats nets qu'elle aura sur les mois à venir, sur les mois ou les années à venir ici, voilà, ce résultat, l'ensemble de ces résultats, si on prend le cumul de ces résultats nets là, ça dépasse à peu près le free cash, la dette qu'on a présentement en date d'aujourd'hui. OK? Donc, ici, voilà, si on ne le prend pas en considération, la dette, on sera à peu près à 18 dollars l'action. OK? 18 dollars l'action, voilà. C'est quand même, le 30 dollars reste quand même assez élevé, mais n'oubliez pas que j'ai pris 3 fois moins de bénéfices nets qu'aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai choisi normaliser ces résultats-là.
Donc, maintenant, est-ce que nous avons une entité qui paie un dividende ici? Il faut privilégier les dividendes dans les entreprises qui sont cycliques, les entreprises cycliques. C'est important parce qu'en période difficile, ça vous permet de tenir. Elle a les moyens de payer ce dividende-là. Vous pouvez voir ici que le dividende ici représente à peu près aux alentours de 48, enfin, on s'attend ici à peu près aux alentours de 48 centimes ici par action, d'accord? Donc 48 sous par action, on va le dire comme ça. Donc ça représente à peu près moins de 500 millions par là. Donc vous voyez que même en prenant en considération la moyenne des bénéfices nets ici, d'accord? Sur les 10 dernières années, le dividende ici est assez safe. Même si on gagne en date d'aujourd'hui peut-être 6 fois plus que ça en termes de dividende. OK? Donc, le dividende, il est safe. Donc, le 2% ici, c'est déjà quelque chose, même en période difficile. OK? Idéalement, si elle vous reverse la totalité ici, des bénéfices nets moyens ici en dividende, vous aurez peut-être eu un rendement aux alentours de 4% par là. OK? So, maintenant, à vous de choisir si ce type d'entreprise si vous intéresse. Je n'aime pas trop les compagnies cycliques. Les compagnies cycliques, en fait, je préfère m'y intéresser quand tout va mal, en fait. OK? Donc, ce genre d'entité-ci, voilà, ceux qui l'ont eu aux alentours d'une quinzaine de dollars en descendant ici, disons même une vingtaine de dollars, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Vous avez de très bons prix, mais en date d'aujourd'hui, s'il fallait racheter cette compagnie-ci, je serais un tout petit peu mal à l'aise. Et encore une fois, je pourrais également me tromper par rapport à ça, mais je sais que ce n'est pas le genre d'entité. Voilà, je ne dormirai pas bien la nuit. Donc, il faut également savoir que mon raisonnement sera biaisé ici. OK, j'aime bien les compagnies où voilà, il y a moins de volatilité en termes de bénéfices nets ici. Donc, je ne dis pas que les entreprises comme ExxonMobil ne sont pas très volatiles ici, mais voilà, je préfère encore qu'elles soient ce genre d'entité-là, d'accord? Donc, je préfère encore. Mais bon, dans le secteur d'activité ici, de l'énergie, etc., il y a plusieurs types d'entreprises ici. Il y a plusieurs bonnes entreprises également ici. Je pense vraiment aux entreprises comme Core Laboratory, comme National Oilway Varco, comme par exemple ici la compagnie qu'on appelle Schlumberger également. D'accord? So, comme je l'ai dit, si ce type d'entreprise vous intéresse, prenez en considération le cycle passé, privilégiez celles qui n'ont pas perdu d'argent durant ce cycle-là. C'est celles qui gagneront beaucoup d'argent durant le nouveau cycle, ok? Parce qu'en période difficile, si vous ne perdez pas d'argent, imaginez ce que vous pourrez avoir en période haussière ici. Mais restez toujours prudent, payez des multiples assez raisonnables ici. Donc ici, comme je l'ai dit, je ne parle pas plus de 15 fois les bénéfices. Comme d'habitude, je voulais faire une vidéo de moins de 10 minutes et je me retrouve encore de parler pendant 17 minutes parce que j'essaie toujours de vous donner le maximum d'informations possibles, les amis, ok? Mais n'oubliez pas, si vous voulez investir ici à long terme, lisez vos rapports financiers. Les chiffres, c'est bien, mais il faut faire parler ces chiffres-là. Et pour faire parler ces chiffres, il faut lire les rapports financiers. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à bientôt. N'oubliez pas la top newsletter ainsi que le service top premium dans la description de la vidéo. Merci.